Salut les amis, je fais cette vidéo pour expliciter les pièges du gang stalking dans lesquels en fait on est voué à tomber, dans lesquels en fait on est même condamné à tomber, puisque beaucoup d'entre vous le savent déjà, à partir du moment où on a ce contrat sur nous, où on a été blacklisté, l'objectif c'est de vous court-circuiter totalement de toute vie sociale. Alors effectivement, après le Graal, comme je l'expliquais, c'est à un niveau plus élevé, c'est d'atteindre directement votre cerveau, surveillance neurale, et puis pensée induite, émotion induite, etc. Mais je vais rester, je vais rester soft juste sur le sujet, en fait, qui déjà est du lourd sur le sujet du gang stalking lui-même et des pièges dans lesquels on est voué, en fait, à tomber. Donc, dans une précédente vidéo, gang stalking et les différentes phases, même si elle est loin d'être exhaustive, cette vidéo, ça n'explique pas tous les points possibles et toutes les possibilités en fait de ce qui nous est infligé. Mais disons que voilà, j'arrive à un moment donné où j'explique pour moi la phase 3, ce qui est la phase 3, c'est-à-dire que là, finalement, on ne s'est pas rendu compte au fur et à mesure, mais avec le temps, on arrive à un niveau de tension et à un niveau de sentiment d'injustice et un niveau d'incompréhension. On n'est pas écouté, etc. Ce qui fait qu'on a ce besoin irrémédiable de réagir, de renverser la situation, de rétablir l'ordre ou la justice, ou en tout cas, il va y avoir en fait trois possibilités de réaction. La première possibilité, malheureusement pour les plus fragiles, bien souvent, ça va être le repli sur soi et puis ça va glisser doucement vers la dépression. Donc la dépression, hein, c'est évidemment plus d'estime de soi, perte de confiance, perte de goût, plus envie de rien, aucune motivation, pas de force de manière générale. Bon, j'en passe et des meilleurs, hein. Je veux dire, c'est la descente aux enfers finalement. On n'a plus de force, on pose les deux genoux au sol. Et puis là, globalement, c'est une pain béni pour nos détracteurs, puisque à terme, avec le temps, puis bon, évidemment, on n'est pas forcément bien entouré. Et si tant est qu'on soit entouré, on va très vite en fait chercher à nous aider, et pas forcément de la meilleure façon possible. Donc malheureusement, la dépression, ça amène en fait à des pensées qui sont, voilà, hein, qui sont autodestructrices, hein. Donc de deux choses l'une, soit vous allez vous retrouver en fait interné sans votre consentement, bien souvent vous n'en avez même pas la force, soit malheureusement pour certains ils vont tenter voilà, hein, ce qu'il ne faut surtout pas tenter. Et encore une fois, ça va deux possibilités, soit on va rester avec des séquelles neurologiques graves, soit la personne va arriver à ses fins et effectivement c'est le décès carrément. Donc là c'est extrêmement grave évidemment, mais voilà, c'est les possibilités. Ou alors, encore une fois, voilà, hein, vous êtes entouré, ou du moins, il y a dans votre entourage, des gens ont estimé que vous aviez besoin d'aide, et bien souvent, en fait, vous allez vous retrouver interné en hôpital psychiatrique, donc médiqué, etc. Bon, voilà, j'en passe et des meilleurs. Et d'ailleurs, même si la personne en question a tenté en fait de se suicider et n'est pas arrivé à ses fins, effectivement, c'est exactement le même, la voie suivante, hein, c'est bien l'internement psychiatrique. Voilà. Qu'à partir du moment déjà où on a l'internement psychiatrique, on a un dossier médical à vie, hein, et qui fait que même si à l'avenir vous aviez l'envie de faire quelque chose, de créer quelque chose, enfin, je vais même éviter en fait d'arriver à expliquer ce genre de choses parce que ça va me faire sortir du sujet et je pense que vous avez de toute façon deviné la suite des événements quand on passe par là. La deuxième possibilité de réagir pour les personnes qui ont un tempérament un peu plus chaud et qui vont facilement au conflit, j'ai envie de dire, ça va être à un moment donné quand on est dans cette phase 3 encore, hein. Quand on pète un peu les plombs, hein, tout simplement, hein, c'est qu'à un moment donné, ça n'est plus possible, on ne peut plus se retenir. Il y a ce besoin en fait d'agir pour interférer avec ce qui nous arrive, hein. Donc j'en profite pour faire une parenthèse. Tous les propos que j'utilise dans cette vidéo n'engagent que moi, hein, et, je ne fais l'apologie de rien. Je ne suis pas en train de... Le seul objectif que j'ai, moi, c'est effectivement de donner deux, trois infos que j'aurais bien aimé avoir dans mon début de ciblage. Donc les gens qui vont aisément aller au conflit ou qui vont pouvoir se laisser emporter, je dirais, plus facilement,
vont arriver à un moment donné où, voilà, en plus on nous cherche, on nous provoque, les théâtres de rue, les sourires narquois. Il est possible que, voilà, il y en a, ils viennent au contact, ils vous disent des choses, voilà, on vous insulte sous votre fenêtre. Enfin bon, j'en passe et des meilleurs, hein, toute possibilité qui fait qu'à un moment donné, pétage de plomb possible, à minima vandalisme sur propriété privée, et puis dans le pire des cas, j'ai envie de dire, c'est directement agression physique. Donc, en règle générale, d'ailleurs, tous les détracteurs sont entourés, hein, ça marche par équipe. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va être susceptible, et qui est là pour aussi, hein, qui sera susceptible de venir, d'intervenir, de filmer immédiatement, et puis d'être témoin. Croyez-moi bien que dans ces cas-là, ça va porter témoignage, puisque le but, vous le connaissez, c'est de vous enfoncer au max, hein. Donc, il faut quand même savoir que pour tout ce qui est agression physique, ça peut aller de 3 à 30 ans d'emprisonnement. J'ai bien dit de 3 ans à 30 ans d'emprisonnement. Après, il peut y avoir des circonstances aggravantes. Ça va être une personne âgée, ça va être, voilà, bon, ça va être une femme, ça va être, bon, voilà, il va y avoir des circonstances aggravantes, quelqu'un qui est avec ses petits-enfants, voilà, j'en passe et des meilleurs, ou ça peut être même une personne qui est assermentée par l'État, qui est pas dans ses fonctions, hein, qui peut faire ses courses ou autre, mais voilà, voilà. Et là, effectivement, c'est des circonstances aggravantes, donc entre 3 et 30 ans d'emprisonnement, et évidemment, ça tape au porte-monnaie, hein, entre 750 euros et 150 000 euros, hein, voilà, donc d'amende. Donc voilà, j'imagine bien que vous-même, là, vous êtes au fait de la situation. Et bah voilà, hein, derrière, ce qui se passe, bah, j'ai envie de dire, voilà, je crois qu'à partir du moment où on est rentré dans ce cercle infernal, on est effectivement court-circuité, perte d'emploi, perte de tout, hein. Donc je vais éviter de polémiquer de trop sur le sujet, parce que je vais, encore une fois, digresser, ce sera pas pertinent. Pour les personnes qui vont être un peu plus posées, pas forcément, mais en tout cas qui croient dans leurs institutions, il y a encore une fois ce besoin de remédier à la situation. Et là, ben, on va vouloir déposer plainte. Bon, quand on va vouloir déposer plainte, il faut connaître déjà le chef d'inculpation. Et là, le problème, c'est que, bah oui, mais je me fais agresser, bah oui, mais voilà, on attaque avec des armes à énergie dirigée. Enfin bon, vous imaginez bien le genre de propos qu'on va dire, ça tient pas la route. Et voilà, c'est quelque chose en plus qu'ils peuvent déjà avoir entendu. Et eux, ils sont très protocolaires, hein, les forces de l'ordre sont très protocolaires. Tout le monde ne participe pas à ça, tout le monde n'est pas au courant, contrairement à certaines vidéos que j'entends, la police, ils sont dedans, les militaires, ils sont dedans. Bien évidemment, il y en a parmi eux, mais on est en train de parler une véritable mafia. Il faut savoir que ce sont des agissements qui sont hors la loi, donc de croire que toutes les officines officielles, on va dire toutes les entités officielles de forces de sécurité et tout participent, et que c'est un programme où voilà, bon, à un moment donné, il faut savoir raison garder. On a affaire à un système mafieux. Oui, effectivement, il peut y avoir des gens qui sont dans des organismes, puisque toute entité, organisme, etc., bah, c'est des hommes et des femmes, donc c'est perfectible. Il peut y avoir des hommes et des femmes qui participent à ça. Il n'est pas exclu non plus que certains ciblés soient ciblés directement par des forces, voilà, des services de la DGSI, ce genre de choses. C'est pas complètement exclu. Voilà, je ne dis pas que ce n'est pas le cas ou autre, mais il faut quand même savoir que c'est quelque chose qui n'est pas officiel, puisque ce sont des agissements qui sont hors la loi. Voilà, on ne peut pas avoir des fichiers officiels, on peut pas, ça se passe pas comme ça, hein. Donc voilà, de vouloir aller voir la police, et puis bah, de vouloir leur expliquer ce qui se passe. Alors, encore une fois, on est en ébullition depuis déjà suffisamment longtemps, on nous cuisine depuis suffisamment longtemps, donc on ne se rend pas compte bien souvent de l'état de tension qu'on va avoir, et ce besoin absolument, encore une fois, de remédier à la situation. La personne qui va nous écouter va déjà recevoir ce niveau de stress. Alors à minima, si vous êtes plutôt posé, vous êtes quelqu'un de réfléchi, et vous vous en sortez bien, vous allez sortir de là et vous allez comprendre par la suite que bah, rien ne se passera et que ce sera classé sans suite, parce que de tout ce qu'on va raconter, on n'a pas de preuves, et en fait, il n'y a rien qui va permettre de comprendre les circonstances.
Encore une fois, si vous voyez un petit peu ce que vous vivez et vous essayez de l'expliquer de la façon la plus logique possible, ben c'est quelque chose qui est inaudible de manière générale pour n'importe qui ne vit pas cette situation. Voilà, donc, dans le pire des cas, comme je dis, vous êtes porteur de cette tension absolue, vous avez besoin qu'on vous écoute. Bien souvent, en voyant la réaction de la personne qui sera en face, vous serez d'autant plus frustré. Vous pouvez avoir un semblant d'agressivité. Encore une fois, vous n'aurez aucune preuve et on ne pourra pas comprendre les circonstances de ce que vous racontez. Donc, et puis, à savoir également, au niveau chef d'inculpation, mis à part agissement en bande organisée dans l'intention de nuire, mais encore une fois sans preuve et sans circonstance, le harcèlement en réseau n'étant pas encadré par la loi, même s'il y a eu une proposition de loi en 2010 qui n'a pas abouti, évidemment, il y a eu des pressions pour que ce soit le cas, puisqu'encore une fois, ce programme serait plus difficile à mettre en œuvre au quotidien si on avait légiféré dessus. Il y aurait peut-être aujourd'hui un nombre de plaintes tellement conséquent qu'on finirait peut-être par commencer. Mais comme il n'y a pas de chef d'inculpation, vraisemblablement, harcèlement en réseau, etc., c'est très difficile à concevoir pour des personnes qui n'ont jamais entendu ça et qui ne pensent pas cela possible. Dans ces cas-là, bien souvent, la démarche, protocole, puisque c'est très protocolaire, hein, ça va être de vous amener dans une salle d'attente où on va vous dire attendez, attendez là et on va s'occuper de vous. Et encore une fois, hein, je rappelle que vous avez passé suffisamment de temps à mariner, à ressasser ce que vous vivez de manière générale et cette violence que vous vivez, vous avez ce besoin-là absolu d'eux et vous attendez avec une impatience, hein, voilà, j'en passe les meilleurs. Donc là, en fait, vous allez avoir le psychiatre d'astreinte qui va venir, puisque comme je le dis, c'est protocolaire et on va cocher des cases à un moment donné, hein, quand on va entendre votre récit, bien souvent qui va être accompagné voilà, d'un comportement bien particulier. Le protocole, c'est d'appeler le psychiatre d'astreinte, qui ne se présentera pas toujours d'ailleurs directement en vous disant bonjour, je suis psychiatre d'astreinte, hein. Il est possible qu'il se pointe, qu'il s'asseye en face et puis qu'il dise bonjour, je suis là pour vous écouter, allez-y. Racontez-moi ce que vous avez à raconter. Alors certains se présenteront, hein, et ça ne pourra qu'ajouter à votre frustration de voir qu'en fait on ne prend pas au sérieux vos propos au niveau des forces de police, mais qu'on vous envoie un psy. Quoi qu'il en soit, en fait, dans les deux cas, ce que vous allez raconter à cette personne qui va être en face, des fois sans savoir qu'il s'agit d'un psy, en fait, lui c'est pareil, hein. Comprendre que c'est un humain, il vient de chez lui, il est d'astreinte. Voilà, il a un tableau devant lui et globalement, vous allez, enfin, je dis ça, c'est une façon de parler. Et il va falloir cocher les cases à un moment donné. Il y a quand même un pré-diagnostic à faire et savoir un petit peu la suite des événements, comment on va s'occuper de vous, quoi. Et donc là, encore une fois, si vous avez cet épuisement, si vous avez ce besoin absolu d'être écouté, de convaincre, d'expliquer des choses qui sont très difficilement explicables, prouvables, mesurables, quantifiables, etc., en fait, vous allez tout bonnement en fait alerter. Et ce programme est fait pour, hein, parce qu'il y a une question que je me suis posée moi dès le départ, hein. Je me suis dit mais c'est pas possible de mettre un truc en place comme ça. Quand je commençais à voir l'ampleur de la chose, la façon dont c'était totalement vertigineux ce qui se passait autour de moi, qui n'avait aucun sens, je me suis dit mais c'est pas possible parce que même si l'objectif, j'avais compris un peu le truc, c'est de court-circuiter un individu, il y a quand même une multitude de méthodes, j'imagine, qui sont bien plus simples, bien plus aisées pour court-circuiter que de mettre en place un truc comme ça, etc. Alors là, encore une fois, j'ai exposé dans d'autres vidéos le fait qu'on ait des produits financiers, hein. Donc ils arrivent finalement à rentabiliser la chose, hein. Ce n'est pas de la dépense venue de je ne sais pas où en permanence pendant des années et des années, tous les jours, pour vous pourrir la vie. Vous êtes devenu un produit financier. Il y a des objectifs à atteindre avec des joueurs qui alimentent la machine également pour pouvoir jouer à ce jeu, pour pouvoir avoir des infos au quotidien vous concernant. Et il y a des objectifs à atteindre que des équipes font tout pour atteindre de manière générale. C'est pour ça que la motivation est sans commune mesure dans la durée et que c'est quelque chose qui perdure. Mais, donc, ceci étant dit, euh, là, vous allez, ce programme, moi, c'est ces questions que je me suis posées au départ, je me suis dit quand même plus simple. Mais en fait, non. Quand vous allez voir ce que je vais vous dire là, même si certains le savent, c'est important de faire un bon rappel de ça.
en fait, on a entre 95 et 99% de chances de tomber en fait dans ces pièges que je vous dis, et je pense plus vers les 99%, dont l'objectif est de se court-circuiter tout seul sans laisser aucune preuve et en faisant croire à tout le monde, voire presque même à la cible elle-même, que c'est de sa faute, quoi, hein. Je veux dire que c'est elle qui l'a fait tout seul. Et pendant tout ce temps-là, je le rappelle, c'est rentabilisé. Je ne peux pas exposer ici, sinon je vais me perdre un peu dans le sujet. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais ça mettra, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, ça mettra la puce à l'oreille et pourront voir les choses sous un prisme un peu différent. Donc, si on regarde bien ce psy, en fait, qui va être en train d'écouter ce qui est dit, à un moment donné, ça va être simple. Il va très rapidement, en fait, se pencher vers ce qu'on appelle le délire de persécution. Et vous allez voir vers où ça amène doucement, hein. Le délire de persécution est une condition délirante durant laquelle l'individu affecté croit être persécuté. Il existe en particulier deux éléments centraux dans ce type de délire, on va dire deux possibilités. Nous, c'est les deux, hein. C'est la première, le patient pense qu'un préjudice lui est causé. La deuxième, c'est le patient pense que son persécuteur a l'intention de lui porter préjudice. Donc nous, on nous porte préjudice et en plus on a l'intention de continuer à le faire. Le délire de persécution est une forme répandue de délire chez les personnes atteintes de troubles psychotiques. Là, on commence à avoir des termes sérieux. Troubles psychotiques égale psychose. On souffre de psychose, hein. Vous allez voir vers où ça amène également. Donc, qui croit être ou avoir été manipulé, être tourmenté, suivi, moqué, espionné, ridiculisé. Dans le DSM-IVTR, gros, c'est le manuel, manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Le délire de persécution est le symptôme principal du trouble délirant. Alors, tiens, on va regarder, trouble délirant. Globalement, trouble délirant, c'est un terme diagnostique dénotant un trouble mental psychotique caractérisé par un ou plusieurs délires, le plus souvent non bizarres, en l'absence d'autres psychopathologies significatives. Alors on va pouvoir voir également, quand je disais trouble psychotique, parce que c'est important et j'ai oublié, il y a une phrase qui est expliquée dans le trouble psychotique, c'est perte de contact avec la réalité. Voilà. Donc globalement, faut retenir ça. Perte de contact avec la réalité. Lorsque une action en justice, et ça j'insiste bien sur cette phrase, c'est tout à fait fantastique, il faut connaître ça. Lorsqu'une action en justice veut être faite par un patient, ce délire est nommé paranoïa quérulente. Voilà qui est intéressant. La quérulence est en psychiatrie un délire de revendication qui amène à multiplier les combats pour redresser un dommage réel ou fictif. On est en plein dedans. À travers ces comportements, la personne se montre anormalement persistante dans ses démarches et recours afin d'obtenir justice ou réparation. Donc je vous rappelle un petit peu le comportement que vous risquez d'avoir face à un agent de police ou face à ce psy pour essayer d'expliquer absolument par tous les moyens possibles ce que vous vivez. Voilà. Alors les signes et symptômes, les pensées paranoïaques ont toujours été considérées par les médecins comme un symptôme de troubles mentaux sévères. Le délire de persécution est un symptôme caractéristique et le second symptôme le plus récurrent de la psychose. Hein, psychose, je rappelle, l'élément principal dont il faut se rappeler, c'est perte de contact avec la réalité. Vous voyez bien que tout ce que vous pourrez dire derrière ne sera jamais pris au sérieux. Voilà. Il se caractérise par une perte du sens de la réalité, se traduisant par de fausses convictions irrationnelles auxquelles le patient adhère de façon inébranlable dans le dessein de revendiquer le statut de victime des responsabilités de ses actes et paroles. Il survient généralement au cours d'une intoxication le plus souvent et lors de crises de démence sénile ou présénile entre autres. Cependant, des délires ou idées de persécution se manifestent également chez les patients atteints de schizophrénie, de paraphrénie, de psychose et de dépression. Il existe également d'autres troubles d'ordre neurologique dans lesquels le délire de persécution peut survenir chez une minorité de patients comme la manie, le trouble du stress post-traumatique et l'épilepsie. Bon, en gros, voilà, on coche toutes les cases. Et alors, là où c'est amusant, sans l'être vraiment, bien sûr, c'est pour les gens qui vont souffrir de V2K, où on voit qu'il s'agit donc de ce qu'on appelle hallucination auditive, hein, ou hallucination sonore. Donc la paracousie, hallucination auditive ou hallucination sonore,
est une forme d'hallucination impliquant une perception sonore sans aucun stimulus. Ce type d'hallucination se distingue plus communément par l'entente d'une ou plusieurs voix. Elle peut être associée à des troubles psychotiques qui seraient la résultante d'une schizophrénie ou d'une manie et prend une signification dans le diagnostic de ces affections. Voilà. Donc, en gros, une personne qui souffre de VDOCA, c'est une personne qui soit entend, c'est exactement en fait les trois catégories principales qui sont diagnostiquées comme une paracousie ou hallucination auditive. C'est une personne qui entend ses propres pensées à haute voix, ou une personne qui entend une ou plusieurs voix, et ou une personne qui entend une ou plusieurs fois, une ou plusieurs voix lui dicter ses actions. Voilà, donc on est dans la V2K. Et encore une fois, on voit qu'il s'agit, voilà, qui serait la résultante d'une schizophrénie ou d'une manie. Donc globalement, la personne qui souffre de V2K ou la personne qui est en gang stalking se retrouvera dans le même service psychiatrique. Vous voyez un petit peu comment ils ont verrouillé le truc et comment ils savent globalement les différents moyens de réaction que vous allez avoir. Ils savent déjà en fait, voilà, les pièges sont déjà tendus. Hein. On est attendu au tournant en fait en fonction des réactions qu'on va avoir. Donc, une fois que le psychiatre vous entend dire ce genre de choses, il n'y a pas photo, hein. C'est direct en psychiatrie pour faire une évaluation plus longue, un bilan psychiatrique qui va vous engager pour un minimum de 15 jours, en fait, pour pouvoir voir de quoi il s'agit, où vous allez être médiqué, etc. Et plus vous allez insister, voilà, et je n'insisterai pas sur le sujet parce qu'il y a certains ciblés qui sont passés par là et je sais que voilà, je suis désolé si ça rappelle de mauvais souvenirs, mais ma foi, voilà un petit peu les pièges qui sont tendus, hein, globalement. Voilà. Donc, certains vont me dire, ah bah oui, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire à un moment donné, ce que tu nous dis, c'est qu'il ne faut pas réagir, il ne faut rien faire. Non, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas réagir, en fait. Bien que moi, j'avais déjà parlé de ça dans une vidéo précédente, la première fois que j'ai entendu parler du harcèlement en réseau, et j'ai bien compris par la suite en fait à quel point c'est perfide parce que n'importe qui entend ça pour la première fois, en fait, il y a comme une espèce de fusible dans le cerveau qui fait que non, le sujet on le retient pas, et quelque chose qui fait que non, on s'y intéresse pas, ça colle pas quoi. Et ben c'était dans une conférence sur le sujet de Paul Ponceau. Et moi, j'ai vu ça peut-être en 2012-2013. J'étais loin de savoir qu'un jour, j'allais vivre ce genre de choses. Alors évidemment, certains expliqueront que c'est sans doute, certains des détracteurs pourront dire c'est sans doute parce qu'il a pas des détracteurs, mais des gens, par exemple, professionnels de santé qui entendent ça, pourraient très bien dire, oui, mais ça c'est quelque chose justement qu'il a travaillé sur un point de vue inconscient, il a vu des choses sur Internet, il a développé un trouble délirant au fur et à mesure du temps, d'une forme de radicalisation sur Internet, etc. Il ne s'est pas rendu compte qu'il a développé ça. Oui, puis en gros, ça fait 7 ans que je vois exactement les choses partout pareil. Et que sur aucun autre domaine de ma vie, en fait, je perds une quelconque forme de contact avec la réalité, mais là, sur ces aspects-là, uniquement sur ce qui se passe dans le voisinage, etc. Donc là, voilà. En gros, on va me dire, c'est ça la définition de la folie, mon ami. Bref, je n'insisterai pas plus là-dessus. Mais donc, c'était une conférence de Paul Penceau qui parlait de ça. Et je me rappelle, en fait, que, comme je dis, je n'avais pas accroché. Je me dis, putain, c'est vraiment bizarre. Et puis, 7 ans plus tard, là, enfin non, c'était en 2017, donc 5 ans plus tard, 4-5 ans plus tard, je me retrouve en fait à vivre ça. Donc je me suis rappelé de cette conférence que j'avais vue sur le sujet au bout d'un an ou 2 ans que je vivais ça. Je dis, mais oui, au fait. Et j'ai retrouvé cette conférence en question. Et dans cette conférence, en fait, où il était avec sa femme, Lena Ponceau, qui disait plusieurs fois, en fait, ce sont vraiment des gens qui souffrent beaucoup, ne vous moquez pas, faut pas se moquer, c'est du sérieux, etc. Puis alors moi, pareil, je vous dis, je regardais ça, je dis ouais, bof, et c'était complètement sorti de ma tête. Donc j'ai re-regardé ça sous un prisme différent, le jour où voilà, hein, j'avais pris conscience de ce que je vivais, et je me souviens qu'il avait dit à un moment donné que il n'avait connu qu'une seule personne, vraisemblablement, qui s'en était sortie, ou du moins où ça s'était particulièrement allégé dans sa vie de manière générale, et il pouvait avoir une vie à peu près normale. C'était un homme en fait qui avait décidé mordicus par tous les moyens possibles d'ignorer complètement et de faire comme si sa vie était normale. Alors vous allez me dire, chose facile, surtout quand on a les harcèlements électromagnétiques, V2K, etc.
Mais je dirais que, au vu de ce que j'ai exposé sur les sujets et les pièges dans lesquels on peut tomber, déjà comprendre que à chaque fois que vous allez vouloir réagir sur le sujet ou que vous n'allez pas, en fait, que vous allez vous laisser aller, je dirais émotionnellement, physiquement, etc., laisser aller votre attention sur le vous faites leur jeu. Et petit à petit, vous vous rendrez pas compte que vous allez tomber, en fait, dans ce piège. Et donc, le seul moyen, j'ai envie de dire, c'est déjà, première priorité, c'est de faire comme si vous aviez une vie tout à fait normale à l'extérieur. Faites de toutes vos forces, essayez de faire ce que vous pouvez, de manière à ne pas alerter en fait le monde extérieur de votre état. Si vous devez essayer de parler de ce genre de choses à quelqu'un, mieux vaut essayer de parler de ce genre de choses à quelqu'un de confiance, et si vous voyez que ça accroche pas, n'insistez pas. Respectez absolument en fait le degré d'écoute et de compréhension. Il est possible que ça prenne beaucoup de temps, plusieurs mois, plusieurs années, mais au bout d'un moment, voilà, on peut avoir un cercle très restreint de personnes qui nous croiront. Mais pareil, ne vous précipitez pas à vouloir arrêter votre travail en vous disant c'est pas possible, je peux pas continuer, etc. C'est exactement les pièges dans lesquels vous allez, on veut vous faire tomber, on veut vous paupériser au maximum, hein, taper dans le porte-monnaie. Donc en fait, gardez absolument votre emploi, faites en sorte de vous faire muter s'il faut. Alors on me dira oui, mais non, mais de toute façon, si tu essaies de te faire muter, ils te muteront forcément dans un truc. En début de ciblage, tout le monde ne participe pas encore à. C'est petit à petit qu'on va recruter autour de vous et dans votre cercle. C'est petit à petit en fait qu'on recrutera. Donc même dans le monde du travail au début, c'est pas forcément par là que ça aura commencé. Vous n'aurez pas tout le monde qui cherchera à. Donc s'il faut que vous puissiez être muté dans un service où il y a un petit peu moins de monde autour de vous, vous pouvez même travailler un peu plus seul, etc. Mais quoi qu'il en soit, en fait, gardez toujours en tête la possibilité qu'il existe euh, justement des possibilités, il y a des possibilités de s'en sortir et vous insistez en fait pour avoir l'air le plus normal possible à l'extérieur. Il faut y mettre toutes vos forces et puis bah, on serre les dents, on baisse la tête. Et puis on utilise des méthodes comme j'ai exposé sur une de mes vidéos, la respiration consciente au maximum, à longueur de journée s'il faut, de la musique douce, faire en sorte à chaque fois de rééquilibrer son organisme, d'être le minimum soumis au stress possible, de manière en fait justement à pas tomber dans les pièges que j'ai précités. Voilà, donc je pourrais en dire beaucoup, je pourrais en rajouter, mais j'ai l'impression que c'est vaste encore une fois et là, j'essaye de me dépêcher un peu parce qu'on est déjà à 27 minutes de vidéo passée. C'est très long, mais disons que pour résumer, ce programme est fait pour vous amener en fait de différentes manières à peu près aux mêmes endroits. Une fois que vous savez déjà ça, le but, ça va être va falloir être puissant, hein. Va falloir être fort intérieurement, développer une force intérieure. Va falloir faire en sorte de garder au maximum le plus de calme possible, le plus la tête froide, d'être en contact avec vous-même en permanence et surtout de garder la foi. Quoi qu'il arrive, on n'arrivera pas à vous mener là où on souhaite vous mener. Et vous pouvez en fait mener votre barque et faire en sorte d'ignorer complètement ce qui se passe de manière générale, prendre des informations s'il faut un petit peu, etc. Mais il faut que vous vous oxygéniez au maximum et d'ignorer au plus possible ce qui se passe, juste le nécessaire pour pouvoir vous protéger, vous adapter au quotidien, etc. Et puis continuer votre vie comme si ça n'existait pas. Il y a une capacité, une force intérieure qui a en nous et on a également cette capacité de créer notre réalité qui fait qu'on peut interférer de manière à ce que tout ce programme soit beaucoup moins virulent par lui-même et beaucoup moins d'impact sur nos vies et sur nous-mêmes parce que notre façon de réagir et notre façon de tomber dans la peur, dans le stress, etc., va multiplier par 50, par 60, par 100 les possibilités d'arriver justement dans ces pièges. Le premier mot d'ordre, c'est vraiment le contrôle de soi au maximum pour que ça ne transpire pas comme nos détracteurs souhaitent que ça transpire dans notre entourage, etc., etc. Bon, j'imagine que ça a été un petit peu brouillon, j'ai fait ça comme ça, vite fait, voilà, sur le coude, bien souvent, comme plusieurs de mes vidéos. C'est pas quelque chose de préparé, je le sens, j'ai l'élan de le faire, je le fais. J'aimerais pouvoir avoir exposé ça plus posément, comme d'habitude, mais voilà, l'important c'est que l'idée en elle-même passe, quoi. Voilà. Voilà les amis, je vais arrêter là.
Et puis je vais vous souhaiter un bon courage, une bonne suite, et je vous dis à bientôt.